Europe 1, Christophe Ondelatte. Je vous ai raconté en 2 épisodes l'histoire effroyable du tueur en série Émile Louis. Vous les trouverez en podcast. Voici, concernant cette affaire, un autre regard. Et quel regard! Celui de la fille d'Émile Louis, Marilyn Vinet. Un récit que j'ai tiré de son livre paru en 2003 chez Michel Lafon, Être la fille d'Émile Louis. C'est un récit très douloureux, je vous préviens, et je remercie Marilyn Vinet d'avoir accepté de le débriefer tout à l'heure. La réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Sur mon cœur pèsent des décennies de silence, des décennies de secrets, de douleurs et de honte. Je suis né dans une région de brume parmi des hommes et des femmes de secrets. Je suis celle que personne ne voudrait être, pour rien au monde. Je suis la chair de la bête. Je suis la fille d'Émile Louis. Je me suis tu pendant plus de 40 ans. J'ignore ce qui se serait passé si j'avais parlé plus tôt. J'avais fait à ma mère le serment de me taire. Il ne fallait pas que ça sorte de la famille. Ce serment était un piège. C'était un nœud coulant autour de mon cou. J'étais enterrée vivante. Mes parents se sont trouvés en 1953 à Pontigny, une petite bourgade de Lyon. Maman avait 18 ans, elle travaillait comme bonne à tout faire chez un couple d'épiciers. Elle a d'abord fréquenté un Saint-Cyrien, mais il avait 6 ou 7 ans de plus qu'elle, alors elle a hésité. Et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Émile Louis. Il venait de débarquer du porte-avions à Romanche, auréolé du prestige de celui qui rentre d'Indochine. Il était en permission chez ses parents nourriciers. Bref, il portait l'uniforme. Et il était séduisant. Parlons de lui, Émile justement. Il a été placé à l'âge de 3 semaines dans une famille d'accueil. Et l'assistance lui a donné 3 prénoms en guise de passeport. Alors nous l'avons appelé Émile, Michel, Louis. Jusqu'à l'âge de 15 ans, il a cru que c'était sa famille naturelle. Et puis il a découvert que ceux qu'il considérait comme ses parents ne l'étaient pas. Et moi je peux comprendre que ça a eu une influence sur lui, au point de modifier son comportement en profondeur. Je peux le comprendre. Il détestait ses parents naturels. C'est une salope qui m'a abandonné. Apparemment, Émile a toujours été un enfant difficile, même à l'école, où il paraît qu'il était un élève très médiocre. Vers ses 15 ans, son père adoptif, qui était maçon et à ses heures fossoyeur, a tenté de lui apprendre le métier. « Viens donc avec moi au cimetière. Tu vas m'aider à faire le trou. » À cette époque, il est accusé d'avoir mis le feu à un entrepôt de paille. Et il nie. « J'ai pris la décision de vous envoyer dans une maison de redressement, jeune homme. » J'ai entendu dire qu'il était aussi passé par un hôpital psychiatrique. Maman, maintenant. Elle a été une enfant martyre. Sa mère la battait tous les jours et ça explique beaucoup de choses. Ça explique son acceptation de la vie qu'Émile lui a fait mener. Bref, quand ils se sont mariés, 2 misères s'unissaient. Pour le meilleur et surtout pour le pire. Mon père commence à frapper maman dans les mois qui suivent leur mariage. Et elle accepte, sans réagir. Pourquoi ? C'est un mystère épouvantable. Moi, je nais en avril 1956, et dans la foulée, à un parent, arrive une sœur et 2 frères. Le dernier, Bastien, Émile m'emmène le voir à la clinique, et quand on rentre à la maison, il me pousse dans la chambre. « Je vais te montrer comment on fait les bébés. » Je me remémore mal ce qui s'est passé. Sans doute parce que j'ai voulu oublier. Un souvenir précis surnage.
Il introduit dans mon sexe un de mes jouets, un petit poupon de 3 ou 4 centimètres. J'ai 5 ans et je n'ose rien dire à ma mère. Mais je deviens une autre, moins gaie, en proie à des terreurs nocturnes et des insomnies. À partir de ce moment-là, je vis dans la crainte d'Émile. La crainte qu'Émile n'en ait pas fini avec moi. Et j'ai bien raison d'avoir peur. L'année suivante, Émile décide de m'amener tous les matins à l'école, en mobilette. Allez, monte! Mais très vite, je refuse de monter sur sa machine. Parce qu'à chaque fois qu'il s'arrête dans une rue, il me demande de baisser ma culotte. Chez nous, étonnamment, Noël a toujours été une trêve bénie, et même de bonheur. Jamais nous n'avons passé un mauvais Noël. C'est le seul moment, la veille et le jour même, où nous avons un papa merveilleux. Il prend plaisir à acheter nos jouets. 364 jours par an, il critique les repas de maman, mais jamais à Noël. Et il nous emmène à la messe de minuit. Vous voyez les enfants? Maintenant le petit Jésus est né. À Noël, il devient réellement un autre homme. Avec un bémol. Il glisse toujours dans les cadeaux un martinet tout neuf. Il dit que c'est pour rire. Mais c'est surtout pour s'en servir. Un soir, j'ai 11 ans. On est tous entassés, mes frères, ma sœur et moi, sur la banquette arrière de sa dauphine. Émile nous ramène à la maison. On arrive sur une place en plein centre-ville. Il freine, il ouvre la portière et il fait monter une jeune femme. Je comprends tout de suite qu'ils se connaissent. Ce n'est pas une enfant, hein. Elle doit avoir 20 ans. Une de ses maîtresses, j'en suis sûr. Je la ramène chez elle. C'est pas loin, c'est à quelques kilomètres d'ici. Et puis à un moment donné, il s'arrête à la lisière du bois de Saint-Florentin et il coupe le contact. Attendez-moi ici. Elle habite tout près derrière les arbres là. Je l'accompagne pour pas qu'il lui arrive quelque chose. Et il claque la portière sans se retourner. Je les vois qui entrent dans le bois et puis je les perds de vue. À l'arrière, les deux petits se mettent à pleurer et puis ils s'endorment. Et nous, avec mon frère Philippe, on attend. Et le temps passe. Bouge pas, Philippe. Je vais voir. Je sors de la voiture. Je pénètre dans le sous-bois. Et soudain, j'aperçois une lueur au loin. Je me dis, c'est la maison de la fille. Mais non. Ce sont 2 grosses lampes. Je continue de m'approcher et là se déroule devant moi une scène de film d'épouvante. La fille est nue, immobile, attachée les bras en croix. Et Émile tient un couteau. Et il plante son couteau dans le corps de la fille et il l'éventre. J'ai dû faire du bruit en marchant, il m'a entendu et il se retourne. Si tu parles, si tu dis un seul mot de ce que t'as vu, j'en fais autant à ta mère, tu entends? C'est tout. Le reste est flou. C'est enfoui quelque part dans mon inconscient. Mais c'est bien verrouillé. Je ne sais plus comment nous retournons à la voiture et comment nous rentrons à la maison. Le trou noir. À partir de là, il se déchaîne. D'abord, il torture mes poupées. Je les retrouve pendues et lacérées à coups de lame de rasoir. Et puis, il nous impose le jeu du boucher. Donc vous êtes les cochons, hein? Et moi, je suis le boucher, d'accord? Il nous oblige à fuir à 4 pattes et lui, il nous poursuit en faisant mine d'avoir un couteau à la main. Et quand il nous attrape, il tire de toutes ses forces sur nos bras et sur nos jambes. Ça fait un mal atroce. Et puis il nous pince, parfois jusqu'au sang.
Et puis il tire nos petits cheveux à la base de la nuque d'un coup sec. Et bientôt, il m'inflige une variante du supplice de la baignoire. Il plonge ma tête dans un lavabo rempli d'eau jusqu'à ce que je suffoque. Il pratique aussi le supplice de la fumée. Il m'emmène dans la cuisine. Il me fait asseoir les mains liées dans le dos et... il me souffle la fumée d'une cigarette au visage, jusqu'à ce que je sois au bord de l'évanouissement. En 1971, l'année de mes 15 ans, 3 enfants nous sont confiés par la DAS. Jacqueline Weiss et ses 2 frères. Émile se prend tout de suite d'affection pour Jacqueline. Il n'y en a plus que pour sa fille, sa kikine, sa chouchoute. À tel point que nous, les gamins de la maison, nous nous demandons ce que nous faisons là. Elle l'accompagne partout. Et elle le considère comme son papa. Drôle de papa. Un jour, j'en ai marre de voir ma mère accepter ce petit jeu sans rien dire. Alors je vais la secouer. Tu trouves ça normal que Jacqueline soit toujours fourrée avec Émile? Tu sais, ses parents l'ont abandonnée. C'est comme si elle n'avait pas eu de père. Alors, Jacqueline a disparu 6 ans plus tard, en 1977. Et 23 ans plus tard, Émile, lui, a avoué 7 meurtres dont le sien. On a retrouvé son squelette là où il l'avait dit. Maman et Émile m'ont trouvé un mari, sans m'en parler, sans me consulter. Je n'ai que 16 ans. Il s'appelle Albert, c'est un malgache de 22 ans, un militaire. Et il est noir. Et quand on connaît le racisme d'Émile, on pense qu'il a fait ça pour me punir. Mais maman ne lui trouve que des qualités. Maman, je refuse de me marier avec ça. Ma petite fille, je crois que t'as pas bien compris. Tu vas te marier avec ce garçon parce qu'avec ton physique, qu'est-ce que tu peux espérer d'autre? Je résiste de toutes mes forces. Mais je suis piégé. Si je refuse, est-ce qu'il va pas me tuer moi aussi? Émile sait que je suis son plus redoutable ennemi. Il sait que si je découvre qu'il s'en prend aux filles de la maison, ce qui s'est peut-être déjà produit, j'irai le dénoncer. Il faut que je trouve une porte de sortie. Et ce mariage arrangé en est une. Notre union est célébrée en 1973, j'ai 17 ans. Un mariage à tout casser, en robe blanche, avec cérémonie religieuse. Et la première nuit, Émile passe une partie de son temps, l'œil vissé au trou de notre serrure. Et le lendemain, il ne se gêne pas pour le faire savoir. Un jour, Émile me propose d'aller faire des courses à Auxerre. Une grande première. Si tu veux, je te dépose. Je te reprends plus tard. Qu'est-ce que t'en penses? Un quart d'heure plus tard, Émile gare sa voiture dans le centre-ville. Et là, il me désigne un bistrot. Si on allait prendre quelque chose? Au café? Je n'en crois pas mes oreilles. Émile offre à boire à sa fille. J'aurais pas dû. Mais comment aurais-je pu imaginer? Moi, je vais prendre une bière. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Une menthe à l'eau. Je vais aux toilettes. J'arrive. Quand je reviens, nos consommations sont servies. Allez, bois. Bois tout, l'été on se déshyrate. Faut boire. Oh, le sirop de menthe a un goût dégueulasse. Poire. Très vite, je ne me sens pas très bien. Allez, viens. Je vais te ramener à la voiture. J'ai la sensation de m'enfoncer dans de la ouate. C'est irrésistible. Plus tard, Émile me fait descendre de voiture. Moi, je suis sans volonté, comme spectatrice de moi-même. C'est confus, hein. Mais je me souviens qu'il m'entraîne vers un champ. Je me souviens qu'il me pousse dans une cabane. Combien de temps s'est-il écoulé avant que je me retrouve nu sur le sol? Je sais pas. Ensuite, je sais qu'il me viole, d'abord avec des objets. Et après, il me laisse nu,
bâillonné, les chevilles entravées et les mains liées dans le dos. Et il s'en va. Et la nuit tombe, je m'endors, et quand je rouvre les yeux, c'est le petit matin. Émile vient me chercher vers 6 heures du matin. Il me détache, je me rhabille. Dans la voiture, je suis là sans y être. L'effet de la drogue n'est pas complètement dissipé. Et puis soudain, il arrête la voiture devant la gendarmerie. Il me fait descendre et il redémarre. J'entre chez les gendarmes, je suis décoiffé, ma robe est déchirée, j'ai des traces de liens et quelques hématomes. Je leur dis que je suis marié, que je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne leur parle pas de viol. Je veux pas me faire traiter de salope. Je veux pas les entendre dire que je l'ai sans doute cherché. Un gendarme me raccompagne à la maison. Ah, te voilà enfin, salope. T'as trompé ton mari, hein? Je t'avais bien dit qu'elle s'était barrée avec un mec. T'as pas trompé ton mari, hein? T'entends? T'as pas trompé ton mari? Et là, maman se met à me cogner, et mon frère avec. Pourquoi est-ce que je parlerais? Elle ne me croirait pas. Un matin, j'avale des barbituriques. On m'emmène aux urgences et après dans un hôpital psychiatrique. Les visites sont interdites. Mais dès le premier jour, Émile débarque. Si tu ouvres ta gueule, ta mère, ouic. Et tous les jours, il vient s'assurer de ma docilité. Oh ben vous avez de la chance d'avoir un papa comme ça. Il vient vous voir tous les jours. Oh, c'est rare, vous savez, c'est rare. Albert, mon mari, est militaire. Il a passé du temps à Djibouti, moi ça m'allait. Et puis il est rentré. Et ma mère rêve d'un bébé chocolat, comme elle dit. Mais comment ça se fait que t'es pas enceinte? Maman a découvert que je prenais la pilule depuis le début. Elle m'a accablé de reproches. Et Albert m'a flanqué 2 paires de gifles. J'aurais tant aimé que cet enfant soit le fruit de l'amour. Elle s'appelle Eugénie. Elle naît à Draguignan où Albert vient d'être muté. Et le jour même, Albert et ma mère se liguent pour me la voler. À ma sortie de la maternité, maman s'empare de ma petite Eugénie. Pas le droit de m'occuper d'elle, ni même de formuler un avis. Et pendant ce temps, pendant que maman est chez moi à Draguignan à s'occuper de ma fille, qui prend soin de Patrice et Céline, les 2 enfants que l'assistance a confiés à ma mère? Émile! Céline a 8 ans. Elle est blonde comme les blés, avec de beaux yeux bleus. Quand maman finit par rentrer à la maison, la petite a beaucoup changé. Oh ben tu te rends compte? Elle s'est mise à faire caca dans sa culotte, à son âge. Mais c'est pas normal, maman. T'es sûr qu'Émile lui a pas balancé 2-3 baffes alors qu'elle avait rien fait? Oh ben non, sûrement pas. Elle me l'aurait dit. Encore une fois, ma mère refuse de se poser des questions. Elle préfère l'aveuglement à la vérité. Et la vérité, je l'ai apprise 22 ans plus tard. Céline a été violée par Émile. 8 ans. Maman a commencé à recevoir des appels anonymes, des voix de femmes. Vous retrouverez vos enfants avec du barbelé autour du cou. On va les vitrioler. Eh oui. Émile a encore amené une gamine à la pêche. Et la gamine est rentrée blessée avec le cou lacéré par des barbelés. Les plaies de cette gamine de 13 ou 14 ans étaient si profondes qu'il a fallu l'emmener à l'hôpital. Encore une pupille de la DAS placée par la préfecture de la Seine. Encore et encore. Émile n'a pas été inquiété. La famille d'accueil n'a pas dit qu'elle était allée à la pêche avec lui.
Depuis quelque temps, Émile a une liaison avec Germaine qui accompagne les enfants dans son bus. Tout le monde le sait. Et il finit par quitter la maison pour vivre en concubinage avec elle. Maman souffre beaucoup. Est-ce qu'elle l'aime toujours? Oh, mais tout est la faute de cette femme. Émile, il y est pour rien. Cette femme, elle l'a entortillé, voilà tout. Il est complètement sous son emprise. Oh, ça se voit. Elle a raison. Germaine a de la poigne et les pieds sur terre. Si j'en crois Émile, même au lit, elle décide de tout. Du quand, du comment et du combien de fois. Il ne peut pas se livrer sur elle à ses habituelles manies perverses. Est-ce que ça n'est pas cette frustration qui l'a fait basculer dans sa folie meurtrière? 6 disparitions se sont produites l'année où Émile a quitté la maison pour vivre avec elle. Et 3 autres avant sa séparation avec Germaine. Et le plus troublant, c'est qu'après chaque disparition, Émile va voir maman. Elle prétend qu'elle a coupé les ponts, mais elle le reçoit à la maison. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle en sait beaucoup plus long sur Émile qu'elle ne l'avoue. Est-ce qu'elle aurait pu parler? Oui, mais elle était trop préoccupée par le qu'en dira-t-on. Elle a préféré le silence au déshonneur. La séparation avec mon mari, Albert, est houleuse. Quand elle m'entend prononcer le mot divorce, maman prend le parti d'Albert. La procédure dure 2 ans, et pendant 2 ans, maman refuse de me rendre génie. Durant ces années difficiles, je rencontre Bernard. Il est calme, il est modéré, il est solide, il est de bons conseils, il est plein d'humour. Et au fil du temps, notre amitié devient amoureuse. À dater de ce moment, je m'efforce de ne penser qu'à l'avenir. Mais les échos du drame de Lyon me rejettent dans le passé. Toutes ces choses qui ne devaient pas sortir de la famille et qui se retrouvent déversées sur la place publique. Le 5 juillet 1981, le corps d'une femme nue est découvert sous un tas de fumier dans un hangar agricole du Rouvray. Ce corps sera identifié comme celui de Sylviane Durand-Lesage. Sylviane avait été placée dans son enfance chez Germaine, la concubine d'Émile. Et des témoins ont dit qu'ils avaient vu Émile avec elle, souvent. En décembre 1981, il est donc interpellé et placé en garde à vue et inculpé d'homicide involontaire et écroué. À cette occasion, les gendarmes procèdent au recensement des autres filles disparues dans la région d'Auxerre. Ils établissent une liste de 7 noms, toutes déficientes mentales, toutes pupilles ou anciennes pupilles de l'État. Jusque-là, on ne les avait jamais cherchées. Et Émile, qui les transportait en bus de leur famille d'accueil jusqu'à l'Institut médico-éducatif de Gratry, est le point commun de leur disparition. Les gendarmes me demandent « Selon vous, madame, est-ce que votre père est capable de tuer ?» Je connais la réponse. Elle m'a été donnée quand j'avais 11 ans dans ce petit bois de Saint-Florentin. Cette malheureuse éventrée sous mes yeux. Mais je me ressaisis. Je m'accroche à l'idée que mon père n'est pas capable d'une telle monstruosité. Je crois pas que mon père soit capable de tuer. Il est capable de bien des choses, hein. Mais peut-être pas de tuer. Au fond de moi, je sais que c'est faux. C'est un grand malade, peut-être irresponsable, mais sans doute un psychopathe infiniment dangereux. Pourquoi est-ce que je ne dis pas ce que je pense? Pourquoi? Parce que j'ai donné ma parole à maman. Et que je la tiens. Parce qu'elle nous a demandé de nous serrer les coudes. Et que je le fais. Et puis,
Je suis incapable aujourd'hui de faire face à cette responsabilité énorme qui consiste à accabler mon père. Je sors d'un combat pour échapper à l'emprise de ma famille et pour récupérer ma fille. Je ne peux pas supporter la charge morale d'une accusation contre Émile. Je sors de l'enfer. Je commence à peine à vivre une vie normale. Ça serait trop me demander. Beaucoup trop. Je vais voir Émile en prison au tout début de son incarcération, en janvier 1982. Je veux entendre ses explications. On se parle séparés par un hygiaphone, une cloison en verre. Et il se met à pleurer, à se lamenter. Je suis la victime innocente d'une machination. C'est Germaine. Elle veut se débarrasser de moi. Elle a inventé tout ça. Et pourtant, moi, je dis pas ce qu'elle a fait au gamin, hein, Germaine. J'ai eu tort de lui rendre visite. Je l'ai cherché en vain. Je n'ai plus pour lui la moindre pitié. Et quant à moi, j'ai suffisamment honte de lui pour ne pas avoir de surcroît honte de moi. Ce récit, je l'ai tiré de votre livre, Marilyn Vinet, Être la fille d'Émile Louis, livre paru en 2003 aux éditions Michel Lafon. Je suppose que si 15 ans après la publication de ce livre, vous avez accepté de revenir sur tout ça, c'est parce que vous n'avez toujours pas tourné la page, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas que je la tourne un jour. Jamais? Jamais, je ne pense pas, non. Alors bien sûr, il y a des moments où on n'y pense pas, où on y pense moins, mais non, je pense que ce sera toujours présent. Concrètement, ça veut dire que vous pensez à Émile Louis tous les jours de votre vie? Pas forcément à Émile, mais à toutes les atrocités qu'il a pu commettre. Cette injustice aussi, il y a énormément de sentiments, mais en fait, chaque jour, il se passe pas une journée sans que je sois ramenée d'une façon ou d'une autre dans cette atmosphère, dans cette famille. C'est... Ça Oui. pèse encore lourd. Ça pèse très lourd. Alors bien sûr, maintenant j'ai une autre vie, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et je suis très bien comme ça. Mais quand même, il y a toujours quelque chose. En même temps, alors je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que quelquefois, sans lui trouver d'excuses, j'essaie de comprendre comment un être humain peut en arriver là. Alors bien sûr, il peut y avoir diverses raisons, comme l'abandon, les choses comme ça. Et puis d'autres fois, je me dis que c'est le plus gros des salopards. Alors excusez-moi du terme, mais c'est... Et vous ne lui trouvez pas d'excuses à ce moment-là? Non, il n'y a pas d'excuse de toute façon. Que l'on puisse comprendre ce comportement pour des raisons variées, oui, mais d'excuses, non. Je suppose que l'obsession de votre vie, après, ça a été de ne jamais reproduire cette atmosphère familiale qui a été la vôtre, c'est-à-dire sortir de vos enfants de cette spirale qui semblait marquer votre famille pour l'éternité. Non, d'ailleurs, mes enfants n'ont absolument pas de contact avec la famille. Et il est vrai que mon mari et moi, nous nous sommes engagés, nous mettons un point d'honneur à ce que nos enfants aient une vie saine, équilibrée, et loin de tout ce tumulte, quoi. Mais est-ce que vous avez eu peur de ne pas savoir faire autrement comme l'avait fait votre mère? Bien sûr, je pense que déjà tout parent se pose des questions sur, toute personne qui désire avoir un enfant un jour se pose la question, c'est vais-je être un bon parent? Bon, déjà un bon parent, c'est pas exactement... Mais vous n'aviez pas de référence, quoi, hein? Non, je n'avais pas de référence, mais j'ai eu quand même quelques références au tout début de ma petite enfance, avec maman qui était très différente de ce qu'elle a été par la suite. Au tout début, lorsque j'avais 5, 6 ans, 7 ans, nous partagions de très bons moments, elle et moi. J'étais l'aînée de la famille, donc lorsqu'on est aîné de la famille dans un milieu assez, pas précaire, mais modeste, ouvrier, voilà, c'est ça, et qu'on garde ses petits frères et sœurs pour que maman puisse aller faire le ménage le soir, quoi. On se sent investi d'une mission, on se sent presque au-dessus
de la fratrie. Donc, il y a une espèce de connivence entre la maman et c'est une seconde maman par. Ce qui est très émouvant dans votre histoire, Madame Vinet, c'est qu'on sent que vous avez aimé votre mère et en même temps que vous lui en voulez beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un grand écart qu'on voit rarement. Vous la détestez et vous l'aimez. Oui, je l'aime encore. Elle est morte depuis 20 ans. J'aime à la fois la personne fragile qu'elle pouvait être. C'était aussi une femme intelligente. Hein. C'est pas du tout la bécasse de quartier qui sortait avec Émile. Non, c'était une femme intelligente, une femme sensée sous certains aspects, mais lorsqu'il s'agissait de préserver son équilibre familial, ce qu'elle n'avait pas eu dans son enfance, hein, puisque c'était quand même une enfant martyre, c'est même pas une enfant maltraitée, c'est une enfant martyre. C'est vrai qu'on ne peut que s'attacher à cette femme. Et puis, je l'ai vue tellement malheureuse dans des situations extrêmement douloureuses, difficiles, que je ne peux pas lui en vouloir sous certains aspects. Par contre, lorsque Émile est parti de la maison et qu'elle a pressenti, ou elle savait, ou elle a deviné, je ne sais pas trop ce qui avait pu arriver à toutes ces jeunes filles dont on n'avait plus aucune nouvelle, hein, les fameuses disparues de Lyon, que ce soit sécurité sociale ou autre. C'était quand même assez troublant tout ça. Et là, par contre, et me dire, quand je serai morte, tu pourras raconter tout ce qu'il a fait. Non, alors là, c'est. À votre avis, est-ce qu'elle sait que Émile vous a violé à l'âge de 5 ans ? Est-ce qu'elle le suppose ? Je pense qu'elle avait un doute parce que nous avions comme voisine une vieille dame à l'époque, qui avait certainement mon âge actuellement. Mais pour moi, je la considérais comme une vieille dame qui s'était pris d'amitié pour ma mère et qui savait très bien qui était Émile. Et je pense que lorsque, le deuxième soir, après être rentrée de la clinique, après ce qu'il m'avait fait, cette dame m'a pris chez elle. Elle ne m'a plus laissée avant que maman rentre avec Émile. Donc je pense qu'elle a dû toucher de moi maman, je ne sais pas. Et maman évitait qu'on reste seule avec lui. Elle savait aussi pour l'épisode de la cabane ? Non. Elle n'a pas compris ? Vous en êtes sûr ? Non. Non, mais pour elle, c'était impensable. Non, et puis à vrai dire, non, je ne lui en ai pas parlé. Non. De toute façon, je pensais que tout était dit d'avance, que la messe était dite, Et puis il y a l'épisode très troublant de la naissance d'Eugénie, où elle vous pique, cette fille. Pendant 2 ans, elle l'élève elle-même au lieu de vous la donner, ce qui vous revient. Et là, il y a quelque chose d'assez pervers, quoi. Alors, ce qui s'est passé réellement, c'est que lorsque j'étais sur le point d'accoucher, elle est venue là-bas. À Draguignan. Et en fait, lorsque l'enfant est sorti, mon ex-mari a pris ce bébé et au lieu de me le donner à moi, il l'a donné à ma mère. Ah, c'est lui qui... Ah oui, mais c'était... Qui la pousse. Oui, c'était son bébé chocolat quand même. Hein. Chocolat parce qu'il était noir et que vous étiez blanche et que donc il était café au lait, quoi, c'est ça, hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est un joli bébé métis, une petite fille adorable, qui est devenue une jeune femme adorable d'ailleurs. Mais après, moi je suis restée avec mon bébé et son géniteur. Et quelque temps après, nous sommes partis et c'est là que, comme je travaillais, qu'elle a pris le bébé et puis. Et qu'elle vous l'a pas rendu. Elle me l'a pas rendu tout de suite. Et après, lorsque j'ai divorcé, il a fallu que je fasse intervenir la justice. Alors, ce que vous expliquez, Marilyn Vinet, dans votre livre, c'est que ce qui est à la base du silence de votre maman, c'est le qu'en dira-t-on. Mais est-ce que vous écartez totalement quelle est sa part de perversité ? Alors, perversité au point de torturer les jeunes filles, c'est ça ? Non. Non. Vous savez, je pense à Madame Fourniret, je pense à tous ces gens-là, ces femmes qui agissent à côté de leur mari, dont on ne sait pas très bien si elles sont complices, si elles savent, jusqu'à quel point elles savent, et au fond, jusqu'à quel point elles ne prennent pas de plaisir. Voilà. Non, je ne pense pas. Ça, je ne pense pas du tout. Je ne pense pas qu'elle ait été complice physiquement avec Monsieur Louis. Une certaine perversité peut-être, mais là, je ne suis pas psychiatre et c'est certain qu'il aurait fallu qu'elle en voie un. Mais peut-être, je sais pas, c'est
très compliqué pour moi d'analyser ça. Non, mais par contre, quelle es-tu, tout ça, au nom de l'intégrité familiale, du qu'en dira-t-on, oui, certainement. Et puis aussi préserver ses fils. Mhm. Maman mettait un point d'honneur à préserver ses fils, plus que ses filles. Mais ses fils pour une raison. Moi, je pense que elle savait de quoi il était capable et qu'elle en a certainement vu d'autres choses que je n'ai pas vues d'ailleurs, et Dieu merci. Je pense que elle ne voulait pas que ses fils reproduisent un jour le schéma paternel. Elle avait peut-être peur de ça. Enfin, je pense, c'est mon point de vue. Après, voilà, c'est très complexe. Oui, je suppose que pour vous c'est complexe. J'ai gardé quand même dans mon esprit cet épisode de Noël, dont vous dites c'était chaque année une trêve bénie. Et je voulais savoir si vous avez compris pourquoi, ce jour-là, le monstre se transformait en papa gâteau. Alors, il y avait cette espèce de papa gâteau, c'est même plus que ça, puisqu'il y avait cette espèce de frénésie autour de Noël, comme un enfant trépidant. Je crois que les enfants de maintenant ne connaissent plus trop ça. Mais bon, c'est vrai que c'était la naissance du Christ pour les catholiques que nous étions. Mais il y avait aussi, peut-être, alors je ne sais pas s'il a eu de jolis Noëls chez ses parents nourriciers, je n'en sais rien. Maman, non, ça j'en suis certaine. Mais oui, c'était une trêve de Noël, c'était le feu. C'était le feu. Très étonnant. En fait. Par contre, il y avait une perversité chez Émile. Chaque année, nous avions un Père Noël en chocolat. Émile, systématiquement, croquait la tête de chaque Père Noël. Alors, il y a un chapitre dans votre récit, Madame Vinet, qui est absolument stupéfiant. C'est donc le meurtre de cette fille auquel vous assistez, cette fille qui est éventrée sous vos yeux. Et je suppose que vous savez que beaucoup d'observateurs et de connaisseurs de l'affaire ne croient pas à la réalité de cet épisode. Qu'est-ce que vous leur dites en général? Alors, tout d'abord, je voudrais rectifier les choses. Il m'a semblé qu'elle avait été éventrée. C'est-à-dire que j'ai vu des lueurs, donc j'y suis allée. Émile dansait comme un Indien, comme il faisait souvent avec nous, puisqu'il se livrait à des espèces de danses macabres et autres tortures. Donc il nous attachait, puis il dansait autour, il était complètement fêlé. Et j'ai vu un couteau, mais je n'ai pas vu les viscères de la jeune femme. Je ne peux pas dire, et dans mon livre, je ne pense pas que je l'ai dit, qu'elle soit morte. Je pense qu'elle est morte, moi, parce que maintenant, quand je vois ce qui s'est passé par la suite, je ne peux que l'imaginer, hélas. D'autre part, Émile n'avait jamais fait il ne participait pas aux tâches de la maison. Donc ce jour-là, il a mis toutes ses affaires dans la machine, parce que après nous avoir redéposés à la maison, il est reparti. Ensuite, il est revenu avant que maman ne cesse son travail, et il a mis ses affaires dans la machine à laver. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'elle est morte. Mais vous n'écartez pas, au fond, l'hypothèse qu'il s'agisse d'une sorte de cauchemar réveillé. Parce que dans le livre, je suis en train de vérifier, vous écrivez bien qu'il l'éventre. Oui, il l'éventre, mais je n'ai pas vu les viscères, quoi. Oui, c'est ça que je comprends. Mais est-ce que vous écartez totalement l'hypothèse que ça soit un rêve éveillé, en fait, un cauchemar réveillé? Je ne sais pas. Parce que vous dites c'est flou, et vous dites c'est enfui dans mon inconscient et bien verrouillé. Oui. Donc là, j'en ai parlé à ma mère quand même de ça. J'en ai parlé à ma mère et je lui ai dit, donc je lui ai raconté, quelques jours après, je pense, enfin, parce que elle s'étonnait de certaines choses dont je ne me souviens plus d'ailleurs, mais je lui raconte et elle me dit, de toute façon, je dirai à tout le monde que tu es une menteuse, donc voilà. Quand on lit votre livre et quand on entend votre histoire, on se dit qu'Émile Louis n'a pas été condamné pour tous les crimes qu'il a commis. Bien sûr que non. On est d'accord. Je parle pas de meurtre, au moins pour les viols qu'il a commis. Mais même les meurtres, je suis persuadée, moi, je pense qu'il y a d'autres zones d'ombre qu'il aurait peut-être fallu ne pas écarter. Enfin, je sais pas. Certaines personnes, notamment dans le Var, lorsqu'il y était, À Draguignan. Parce qu'il est allé s'installer à Draguignan à partir du moment quand il est sorti de prison. Oui, avec sa femme. Il a trouvé une femme, une pauvre femme, je ne la connais pas bien. Une femme qui était en détresse psychologique. Et bon, ce genre de prédateur sait ressentir les détresses psychologiques chez les autres. Donc, il est sorti, je crois, de prison en avril ou mai, je ne sais plus trop. Enfin, il l'a épousée 2 mois après. Cette femme était sous médicaments. Je crois qu'il s'occupait beaucoup de la posologie. Donc, et après, il pouvait se livrer à n'importe quelle turpitude sur cette personne. De même que sur la fille de cette dame qui, de temps en temps, venait chez sa mère.
D'ailleurs, il a été condamné pour acte de torture et de barbarie sur son épouse. Vous dites dans votre livre que probablement il a violé la totalité des enfants de l'aide sociale à l'enfance qui ont été placés chez vous, garçons comme filles. Oui, je pense que beaucoup, peut-être pas tous, mais beaucoup ont subi au moins des attouchements. Donc, ceux qui étaient placés chez nous, mais attention, il y a aussi tous ceux qui ont été placés chez sa concubine Germaine, là, oui, et d'ailleurs, il avait été condamné au début des années 80, au moment de l'affaire Le Sage, il avait été condamné pour attouchement sur les enfants placés chez elle. Mmh. Et à l'époque, ça ne relevait pas des assises, ça relevait de la correctionnelle. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous ressentez, Marilyn Vinet, quand vous apprenez sa mort à la maison centrale d'Ensisheim, en Alsace? À vrai dire, sur le coup, ça ne m'a pas fait grand-chose. Je me dis seulement que chaque personne mérite d'avoir un père qu'elle doit accompagner dignement. Nous, on n'a pas pu le faire parce qu'il n'était pas digne. Donc, mais il est mort. Je ne sais même pas dans quelles circonstances parce que je n'ai pas voulu le savoir. Je sais seulement qu'il a été incinéré et, paraît-il, mis dans une urne, enfin ses cendres mises dans une urne et qui aurait été déposées sur la tombe de ses parents nourriciers. Après, j'ai pas voulu savoir. Moi, ce type ne m'intéresse pas, donc, ne m'intéresse pas. Sa mort m'est indifférente pratiquement. Déjà parce qu'il n'a pas livré tous ses secrets, mais je me dis aussi que ce genre de personnage, de toute façon, même sur son lit de mort, ne livre pas ses secrets. Mmh. Parce que tout comme les espèces de types comme Fourniret et autres, voilà, je pense qu'on n'est pas au bout, malheureusement, de ce qu'on pourrait découvrir. Sœur Émile Louis, je vous remercie vivement, Marilyn Vinet, d'avoir accepté de revenir sur tout ça, sur votre père, tant d'années après, et je renvoie nos auditeurs à ce livre que vous avez écrit en 2003 chez Michel Lafon, Être la fille d'Émile Louis. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.